Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Dans notre société et aussi dans notre région, il est primordial que les enfants puissent se développer efficacement et à leur plein potentiel. Certains d'entre eux se retrouvent toutefois en situation de grande vulnérabilité. Et pour les aider, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est là avec son offre de nombreux services. Pour en apprendre davantage, nous rencontrons aujourd'hui Anna Paradis, directrice générale de cet organisme. Bonjour Anna. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Écoute, merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Oui. De superbes locaux pour l'organisme. Oui, mais on est dans le local principal, là, notre salle clinique qu'on appelle, où tous les enfants vont passer par ici là, avec c'est ça, la convention en arrière, tout optimalement, le médecin aussi qui est présent ici. Donc, la salle principale. OK, parfait. En premier lieu, qu'est-ce que la pédiatrie sociale pour un néophyte comme moi qui ignore tout à ce niveau-là? Oui, la pédiatrie sociale, elle a été inventée en fait par le docteur Gilles Julien. C'est un mode de fonctionnement en fait qui rallie la médecine, qui rallie les droits, le droit et aussi les sciences sociales. Donc c'est vraiment une façon d'approcher justement l'enfant, le développement d'un enfant, vraiment en alliant ces trois sphères-là. Donc c'est un peu ça la pédiatrie sociale. OK. Quand on parle d'une situation de grande vulnérabilité, qu'est-ce que ça implique finalement? C'est quand un enfant va se retrouver en fait, quand son environnement va avoir un impact sur son développement, donc son développement va être menacé ou quoi que ce soit. Donc, on va parler, par exemple, des facteurs de sa famille, des facteurs de financiers, des facteurs d'immigration. Donc, vraiment, quand son développement va être menacé, là. OK. Ça peut être de l'instabilité parentale, des choses comme ça, finalement. Toutes les situations négatives qui peuvent se retrouver dans la vie d'un enfant et impacter son développement, au fond. Bien, l'enfant va graviter dans son environnement. Donc, quand c'est ça, il va avoir des facteurs de son environnement qui vont venir avoir cet impact-là sur lui, là. OK. Quelle est la petite histoire du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches? Le centre a été créé en 2016 par Cindy Fauché, notre médecin, ainsi que son conjoint. Donc, ça fait bientôt 10 ans déjà. Oui. Vous allez fêter votre 10e anniversaire l'année prochaine. C'est vrai. Vu de même, j'ai fait le calcul rapidement, là. Ça fait bientôt 10 ans. Et ça a vraiment évolué au fil du temps. Là. Je sais que avant que je sois présente, ils étaient aussi dans d'autres locaux sur la rue Notre-Dame. Là, ils sont déménagés ici à peu près 3 ans. Donc, c'est un peu l'histoire, là. Ça l'a grossi, les besoins, ils ont aussi énormément grossi. L'équipe s'est adaptée et maintenant, c'est ça, on est ici, là. OK. Est-ce que le centre est toujours chapeauté par la Fondation du Dr Julien? Oui, c'est un peu... Parce que je pense qu'il a aidé à démarrer le tout aussi. Mais c'est un peu complexe, là, ce mode de fonctionnement-là. Mais en fait, oui, la pédiatrie sociale, comme j'ai dit, a été créée par le Dr Julien, qui a créé la Fondation du Dr Julien, pour pouvoir justement mettre des centres de pédiatrie un peu partout au Québec selon les besoins des villes. Présentement, il y en a environ près d'une cinquantaine, là, un peu moins que 50. OK. Dans tout le Québec, finalement. Oui, exactement. Ce qui est positif parce qu'on vient soutenir les jeunes, ce qui est négatif parce que ça démontre vraiment un grand besoin criant. Donc, c'est un peu ça. Oui, les centres sont chapeautés par la Fondation, vraiment plus au niveau clinique, accompagnement de certification et tout. Mais au niveau gouvernance, les centres de pédiatrie sont complètement à part. Ils ont nous, on a un CA à part. Notre financement provient, oui, de la Fondation, mais avant tout provient du ministère de la Famille qui passe par la Fondation et qu'on reçoit les montants, mais c'est un peu ça, c'est un peu complexe. Donc oui, la Fondation nous certifie en tant que centre de pédiatrie. Okay. Mais on a quand même des modes de fonctionnement à part. Chaque ville aussi, chaque centre de pédiatrie va avoir sa couleur adaptée à sa ville, en fait. On a des lignes directrices à suivre, mais selon vraiment où le centre est situé, bien, on peut y mettre notre couleur puis avoir nos modes de fonctionnement. S'adapter finalement à la région dans laquelle le centre se trouve. Exact. Quelle est la mission du Centre de pédiatrie sociale et ses objectifs? Oui, bien, on vient en soutien au développement et à l'épanouissement en fait optimal des enfants qui ont vraiment de 0 à 18 ans. Donc, on couvre vraiment l'enfant dans toute sa trajectoire de vie. C'est un service qui est volontaire. Donc, on n'est pas, les familles ne sont pas dans l'obligation de venir au centre, donc sont volontaires. On a à peu près présentement un peu plus de 220 enfants qu'on soutient. Dans tout la MRC. Donc, on couvre toute la MRC ainsi que le Centre des services scolaires des Appalaches. Donc, ça couvre quelques écoles en dehors de la MRC.
Mais c'est un peu ça notre mission. Donc, on vient vraiment s'assurer qu'on vient offrir un filet de sécurité à ces enfants-là là, dans toute leur trajectoire de vie. Donc, on peut les garder jusqu'à 18 ans pour assurer leur développement s'ils veulent. Selon les besoins aussi, j'imagine. Oui, exactement. Il va vraiment par... qu'est-ce qui est génial avec la pédiatrie, c'est qu'on peut adapter nos pratiques à chaque enfant. Donc, si un enfant, il y a une année qui a besoin de plus d'intensité ou qui a besoin d'un accompagnement différent, on va pouvoir s'adapter à lui. Et s'il y a une année que ça va bien, on va peut-être un peu lui laisser une liberté, mais en gros, on le voit minimum une fois par année là, pour assurer un suivi constant. Là. OK. Pour être certain que tout se déroule bien dans sa vie. Ben oui, exactement. Okay. Quels sont les services qui sont mis de l'avant pour venir en aide aux jeunes de la région? Au centre de pédiatrie? Oui. C'est ça. Donc, nous, en fait, nos jeunes, ils vont vraiment avoir ici un soutien autant médical qu'un soutien psychosocial. Donc, ici, ils vont avoir des rencontres justement avec notre IPS ou avec notre médecin, mais ils vont toujours être accompagnés par leur intervenante, qui va être soit une travailleuse sociale ou une psychoéducatrice. Okay. On va vraiment avoir deux volets. On va avoir le volet, je dirais, plus individuel où l'enfant va être attaché justement avec son intervenante, mais on a aussi tout un volet de groupe au centre. Donc, c'est vraiment, ça s'appelle notre milieu de vie. C'est pour venir justement avoir des activités ludiques qui ont été créées pour les intérêts des enfants, mais qui vont venir travailler des choses un peu plus cliniques. Par exemple, on a la boxe pour venir la gestion de l'agressivité, on a la zoothérapie, on a l'art-thérapie, on a maintenant l'équithérapie. On va avoir des cours de cuisine par enfant, des cours de cuisine pour les adolescents. Et tout ça va avoir un but spécifique derrière la tête. Donc, on va choisir les jeunes qui ont les mêmes besoins, puis on va les mettre dans ces cours-là de groupe qui sont à peu près, je dirais, de 2 à 10 enfants maximum pour être sûr qu'il y ait un impact concret là, avec eux. Là. Donc, finalement, ça s'adapte aussi à la réalité des enfants. Bien, toujours, les enfants sont au centre de tout. Okay. De la pédiatrie sociale, c'est pour ça que nos jeunes sont toujours dans les rencontres avec le médecin, avec les familles et tout. Ça part de eux, justement, les activités, parce qu'un enfant, ça va peut-être un peu plus difficile de lui dire « parle-moi de tes sentiments », tu sais. Mais si tu lui donnes un lapin ou quoi que ce soit, puis on fait des activités autour de la zoothérapie, ça va être plus facile, en fait, là, de l'atteindre à ce niveau-là. Donc... de libérer les émotions qui s'ouvrent finalement. C'est ça. Donc, tu sais, tout part des besoins de l'enfant, de ses intérêts, puis on gravite autour de lui, en fait. Là. Okay. Ça fonctionne beaucoup sur mode de référence, où il y a aussi des gens qui arrivent ici spontanément? Comment ça se passe? En fait, un enfant peut être... en fait, la famille peut eux-mêmes se référer, premièrement, mais c'est souvent les écoles, c'est souvent le CIS, les médecins, la DPJ. Donc, on reçoit vraiment du référencement d'un peu partout. D'autres organismes également. Donc, en fait, quand on reçoit justement cette demande de référence-là, mon équipe va pouvoir faire un premier appel de savoir si on va répondre à son besoin, en fait, parce que ça se peut que ce ne soit pas nous qui soyons les meilleurs placés pour répondre à son besoin. Okay. Donc, c'est comme un premier... je vais dire tri parce que si c'est pas nous, nous, on va le référer à où qui devrait aller, en fait, qui va répondre vraiment à son besoin. Puis si on est les meilleures personnes placées, puis il répond à nos besoins, nos critères de vulnérabilité également, après ça, il va avoir une rencontre d'évaluation, orientation ici avec le médecin, avec son intervenante, avec sa famille, puis tous les acteurs importants dans sa vie qui souhaitent avoir son professeur, la personne à la DPJ et tout. Là. Donc, ça se passe un peu comme ça. Là. OK, tout le monde. Il y a beaucoup d'intervenants, finalement, qui participent. Si c'est le besoin de l'enfant, si l'enfant souhaite parce que son professeur est tellement significatif dans sa vie et tout, ça va nous faire plaisir de l'accueillir. Et ça permet vraiment une compréhension vraiment commune des besoins de l'enfant. Et l'enfant, comme j'ai dit, est présent donc pour s'exprimer. Mais c'est ça, ça va permettre à tous les acteurs de comprendre la même chose. Là. Donc, c'est vraiment de 0 à 18 ans, c'est pour toute la MRC et c'est gratuit en plus. Oui, c'est gratuit, effectivement. Mais c'est pas tous les enfants qui peuvent avoir accès, comme j'ai dit. Il faut être en situation de grande vulnérabilité et tout. Mais oui, tout le monde peut déposer. Mais la grande vulnérabilité, ça peut être un sens assez large aussi. Nous, c'est sûr qu'on a des critères. Il y a un jugement clinique, certes, là, mais il y a aussi des critères de vulnérabilité qu'on doit répondre pour avoir accès à nos services. Là. Parfait. Comment s'établit le lien de confiance, finalement, entre les enfants, avec leurs enfants et leurs familles? Les enfants et les familles ou avec nos intervenantes en général? Entre les intervenants, finalement, et les enfants et la famille.
Bien, c'est sûr qu'ici, comme j'ai dit, c'est volontaire. Ça permet vraiment, au premier abord, de baisser une certaine barrière. Quand une famille est obligée ou un enfant est obligé de faire affaire avec un acteur ou quoi que ce soit, ça peut être différent que quand c'est volontaire puis qu'on choisit de venir. Par la suite, il y a tout l'aspect informel. Tu sais, mon équipe est toujours habillée très normal. On n'est pas en costume, on n'est pas en sarrau de médecin ou quoi que ce soit. Ben là, à l'Halloween, vous étiez en costume quand même. C'est vrai. Sauf à l'Halloween. Mais ça permet vraiment ce côté-là informel où que les enfants, ils sentent qu'ils rentrent dans leur deuxième maison, en fait. Aussi, à l'entrée, bien, il y a toujours du café pour les familles, des collations pour les enfants, du jus, il y a des jouets pour qu'ils aillent jouer. Aussi, on a un nouveau projet d'art qui a vu le jour, en fait, puis c'était Décorons le CPSA. Donc, c'est les enfants qui ont fait de l'art, en fait, pour décorer leurs propres locaux, pour qu'ils se sentent bien en rentrant ici. Donc, tout ça fait en sorte que c'est très... convivial d'une certaine façon, qui s'intègre facilement. Ça baisse justement, comme je dis, la barrière un peu de peut-être réticence là, envers... Ouais, qui pourrait exister. Ouais. Combien de personnes œuvrent au centre de pédiatrie sociale ou gravitent autour du centre finalement? Bien, pour que le centre puisse être en vie, on va parler en ce moment d'environ 10 employés. Okay. On va parler de plus d'une quarantaine de bénévoles. De différents, il y a du bénévolat pour les levées de fonds, il y a du bénévolat pour assister les enfants dans le milieu de vie, il y a du bénévolat pour vraiment plusieurs choses, même au niveau administratif. Puis après ça, on va parler de plus de 25 partenaires et donateurs à chaque année qui sont au rendez-vous. Là. Donc, il y a énormément de personnes et également un conseil d'administration, là, bien sûr. Là. Au niveau du personnel, c'est quoi les différents rôles au fond? Il y a un médecin qui est attitré, des choses comme ça. Il y a quand même des intervenantes qui agissent aussi avec les enfants directement. Oui, exactement. Donc, pour qu'un centre de pédiatrie soit en vie, il nous faut un médecin. Donc, on a la chance d'avoir Cindy qui est là avec nous depuis le tout début. Et par la suite, on a une IPS. Donc, une IPS qui est une infirmière praticienne spécialisée qui va venir un peu être le deuxième médecin. C'est pas un médecin, là. Par contre, va venir faire une deuxième journée clinique à rencontrer les enfants au niveau plus médical. Par la suite, on a des psychoéducatrices, on a travailleuse sociale, on a un éducateur spécialisé, on a une TTS, une technicienne en travail social. On a une ergothérapeute qui peut venir en soutien également, un psychologue qui vient soutenir l'équipe également. On a une personne en droit dans notre conseil d'administration qui est là au niveau des questions plus juridiques, si besoin. J'oublie-tu quelqu'un? On a aussi une équipe administrative, donc on a Cindy qui est toujours à l'accueil, qui est vraiment responsable de l'accueil et aussi chargée des projets spéciaux. On a un adjoint administratif également, une directrice clinique. Une bonne équipe. Une bonne équipe, oui. C'est-tu toutes pas mal des femmes ou, qui agissent ici? Ou... Habituellement, c'est souvent des femmes, mais on a deux gars, en fait, dans l'équipe. Okay. Ouais, on a Alexandre qui est un prêt de service au niveau éducateur spécialisé, puis on a mon adjoint qui est Adilon, qui est un homme, qui apporte une belle dynamique également. Là. Ça fait une complémentarité d'une certaine façon, je crois bien. Également. Quel est le rôle de la directrice générale à travers tout ça? Toi, tu es ici depuis 2 ans au fond. Oui. Ça a été 2 ans très actifs, 2 années qui ont été très actives, oui. Finalement. Oui. Mais c'est quoi exactement? Je sais que tu as une grosse part au fond au niveau de recherche de financement et tout, mais il doit y avoir autre chose. Un peu chef d'orchestre de tout ça. Oui, mon Dieu, c'est une question très large parce que la direction générale fait tellement de choses diversifiées. C'est sûr que notre mandat numéro 1 va être la philanthropie, c'est sûr. Nous, avec le modèle de financement des centres de pédiatrie partout au Québec, nous, ici, on reçoit... Bien là, je viens de recevoir les derniers calculs, puis c'est à peu près 30-35 % remis par le ministère de la Famille. Okay. Donc, à peu près un 65 % est allé, 70 % à peu près est allé chercher chaque année dans notre région, ce qui équivaut dans notre budget à peu près à justement un peu plus de 400 000 $. Donc, c'est sûr que la philanthropie prend beaucoup de place. Donc, par philanthropie, on va parler de levée de fonds, on va parler de partenariat corporatif, donc des entreprises qui s'engagent sur plusieurs années à donner un montant, ce qui nous permet d'avoir une prévision budgétaire, tu sais. Parce que quand on se fie aux levées de fonds, on peut avoir des prévisions de levée de fonds. Par contre, quand on a vraiment un contrat qui stipule qu'on va recevoir tant d'argent par les partenariats corporatifs, ça l'aide énormément dans la prévision pour pouvoir orchestrer notre équipe clinique également. Donc, je dirais philanthropie plus.
Après ça, outre aussi la gestion RH, la gestion du centre en particulier, il va y avoir beaucoup de rayonnement. Donc, comment on peut faire connaître la pédiatrie sociale à la population, aux jeunes, aux autres organismes, aux partenaires potentiels, aux partenaires existants. Donc, beaucoup au niveau du rayonnement. Puis dans les 2 dernières années, on a énormément travaillé notre rayonnement par notre Facebook, où que maintenant, si on veut savoir ce qui se passe au centre, notre Facebook est une mine d'or. Je publie vraiment notre quotidien. Également, bien, on assiste à différents les tables de concertation, les forts aux organismes et tout. Donc, je pense que c'est un travail de long terme aussi de faire connaître la pédiatrie parce que c'est un monde complexe et souvent, les gens ils vont avoir des idées, c'est quoi, mais concrètement, ce qu'on fait. Mais je voudrais que... C'est un peu comme moi, finalement, qui débarque ici ce matin. Écoute, là, c'est sûr, j'ai fait des recherches, j'en ai une petite idée, mais encore là, de me retrouver plongé ici dans la réalité, ça éclaire certaines choses aussi. Là. C'est ça, j'allais dire, il n'y a rien de moins que de venir concrètement dans nos locaux pour comprendre ce qui se passe ici. Donc, tout le monde est toujours invité à venir nous visiter, là, mais c'est un peu ça, je dirais. Bien, il y a beaucoup plus de choses que ça, mais c'est un peu ça qu'une directrice générale fait là, au quotidien. Je pense que c'est en 2022 que vous êtes installé ici dans les nouveaux locaux au fond, afin d'accueillir davantage d'enfants et d'élargir aussi votre offre de services. La pandémie, je pense, avait fait en sorte qu'il y avait une augmentation vraiment beaucoup des besoins aussi du côté des enfants. On parlait, je pense, de 230 enfants en 2022 que vous accompagnez finalement. Oui. La situation actuellement, ça ressemble à quoi? Est-ce que les besoins vont encore en grandissant? Les besoins vont toujours en grandissant avec aussi l'augmentation de l'immigration. Justement, la pandémie a énormément atteint aussi les familles, puis par conséquence les enfants. Je dirais que les besoins sont toujours en grandissant. Par contre, ici, au centre de pédiatrie, on a un plafond qu'on doit reconnaître dans le but de garder cette intentionnalité-là envers nos jeunes, cette personnalisation-là qu'on a pour vraiment bien garder des suivis avec eux. On ne peut pas augmenter à pu finir. Je peux comprendre, oui. Donc, c'est un peu une roue tournante parce qu'une intervenante ici va prendre environ 80 jeunes à sa charge. Donc, si on veut plus de jeunes, il faut une autre intervenante, il faut plus d'argent. Donc, c'est pour ça que je dis en ce moment, on a un plafond là, qu'on s'est fixé quand même. Là. Donc, on est encore dans ces eaux-là là, à 230 environ et on va rester à peu près dans ces eaux-là là, pour la suite, là, les prochaines années. Y a-t-il une liste d'attente? Il y a un plafond, mais y a-t-il une liste d'attente qui existe aussi pour des demandes? De faire partie du centre. Bien, en fait, on essaie de ne pas en avoir. Il y a une petite liste d'attente, mais en fait, on s'est doté d'un nouveau mécanisme les 2 dernières années où que quand, justement, mes filles sont à pleine capacité, puis qu'une liste d'attente commence à voir le jour, qu'on arrête directement la prise de référence pour pouvoir, justement, pas qu'un enfant attende sur la liste d'attente pendant des mois et n'ait pas peut-être de recours à un autre service. Donc, encore là, tout ça dans le but d'offrir les meilleurs services aux jeunes, on décide de fermer les références qu'on arrive à ce point-là, puis d'y rouvrir au pire 1, 2 mois, 3 mois après. Mais au moins, on va savoir que c'est parce qu'on a de la place dans nos services puis qu'on va pouvoir prendre en charge ces jeunes-là. Quand on parle d'autres services, au fond, il y a d'autres. C'est qui les autres organismes finalement qui peuvent intervenir? Bien, il y en a beaucoup dans notre région. On est chanceux parce qu'on a énormément de magnifiques organismes dans notre région pour nos jeunes. Tu sais, ça pourrait être le CJE, ça pourrait être l'Intercom. Il y a tellement de belles organismes, puis qu'on travaille avec eux constamment également là, pour venir peut-être complémentarité les besoins des jeunes ou juste... Par contre, l'Intercom, c'est 0 à 5 ans. Bien, chacun va avoir sa mission, là, mais on fait affaire avec l'Intercom où on envoie quelques-uns de nos jeunes également, le CJE aussi. Donc, on fait affaire avec beaucoup de gens pour pouvoir offrir le meilleur service aux jeunes. Là. OK, avoir une complémentarité, finalement, à ce niveau-là. Oui, c'est super important. Hein. Yes. Quand on regarde votre calendrier, on constate de nombreuses activités, mercredi, jeudi, aussi les vendredis et samedis. Pouvez-vous nous en parler, ainsi que des bienfaits que tout cela apporte? Bien, comme j'ai dit, ça, c'est notre milieu de vie. Donc, c'est vraiment l'aspect de venir travailler en groupe. Ça travaille tellement de choses. Un enfant qui se ramasse en groupe peut travailler ses habiletés sociales, peut travailler justement la gestion de ses émotions, peut travailler
à être un enfant, tout simplement. Il y a des enfants que eux vont juste avoir été des parents toute leur vie, malgré qu'ils ont 10 ans ou 12 ans. Donc, ils peuvent travailler tellement de choses en groupe, puis à travers différentes activités, comme justement, là, on a reçu une nouvelle subvention pour offrir la zoothérapie et l'équithérapie. C'est quoi l'équithérapie? C'est la thérapie par les chevaux. OK! Donc, nos jeunes vont aller ailleurs. Là, on n'a pas des chevaux ici, malheureusement, mais c'est quelque chose, ils aiment tellement ça, puis ils peuvent venir... tu sais, c'est prouvé que la thérapie par les animaux aide énormément dans le développement d'un enfant. Donc, un enfant, puis je vous fais un exemple, mais un enfant, par exemple, qui doit... parce que c'est un exemple qui s'est déjà vu, qui doit aller en cours, puis au centre de pédiatrie, que ce soit ici ou ailleurs, dans un autre centre, a fait de la zoothérapie et tout, il peut apporter son animal en cours pour que ça aille mieux puis qu'il se sente plus à l'aise. Plus détendu à ce moment-là. Parce qu'à son animal, il a tout dit, puis il fait confiance, puis ça le détend, puis ça lui permet de gérer tout son stress ou son anxiété. Donc, c'est un exemple, mais c'est ce qu'un milieu de vie permet également, là. Je voyais, on a parlé tantôt des cours de boxe, la marche, hockey, volleyball, café-causerie, les cours de cuisine, de l'escalade, de la danse, de l'aide aux devoirs aussi. Mon Dieu, ça... On roule. Mais on n'a pas du matériel. On n'offre pas ça à l'année longue. C'est des périodes aussi. Il y a des sessions que ça va être telle activité plus qu'une autre ou quoi que ce soit. Il y a des sorties aussi, sorties aux pommes, aux Trois Monts, des choses comme ça, des activités musicales. Oui. Mon Dieu, c'est une offre assez complète à ce niveau-là. Effectivement, on fait une sortie aux pommes chaque année. Il y a une fête annuelle aussi, une fête de Noël aussi à chaque année pour nos familles. Ça leur permet de se rassembler ensemble puis de fêter, de connecter ensemble. J'imagine que la plupart des activités se déroulent ici dans vos locaux, mais est-ce que ça se déroule aussi dans d'autres endroits de la MRC? Oui, donc ce qu'on peut faire ici, on le fait ici parce que c'est le sentiment d'appartenance que les enfants ont, le centre de pédiatrie. Par contre, par exemple, l'équithérapie, comme j'ai dit, l'escalade aussi se fait au relief, la boxe se fait à Black Lake, au The Fighter. Il y a des petites activités comme ça qui doivent se faire ailleurs, mais la zoothérapie se fait ici, l'aide aux devoirs se fait ici, les cours de cuisine également, là. Il y a aussi des petites choses, je pense, qui se font avec Espace Famille du côté d'Israéli. Oui, bien, on a des points de service à East-Broughton et à Disraeli, donc pour venir rejoindre une population d'enfants qui n'ont pas peut-être une voiture pour se déplacer ou qu'ils n'ont pas l'opportunité de se déplacer à Thetford, ça nous permet d'aller les rejoindre dans ces points de service-là, en fait. À East-Broughton, ça se passe à quel endroit? À East-Broughton, en ce moment, il est un peu sur pause, je dirais. On va plus se concentrer sur Disraeli, mais dans le cas qu'il arrive quoi que ce soit, on peut quand même aller là pour rejoindre les enfants. Disraeli, c'est quand même un très bel endroit du côté d'Espace Famille que j'ai déjà visité aussi. Bien, c'est génial. Ils sont tellement gentils aussi de nous prêter ces locaux-là pour accueillir nos jeunes. Quels sont les défis qui sont reliés à votre organisme? Je pense que je connais déjà un peu la réponse. Bien, c'est sûr que, comme on avait dit, moi, quand je suis rentrée ici, au niveau financier, ça n'allait pas très bien. Donc, j'ai vraiment eu un mandat de redressement du centre au niveau financier, au niveau rayonnement et tout, gouvernance. Donc, c'est le travail qu'on a fait les 2 dernières années. La population a voté présent. On a tellement eu de belles entreprises qui se sont joints. On rayonne plus que jamais. Puis ça, je suis fière parce que c'est les enfants qui en bénéficient au final. Donc, je dirais oui, les défis, ça serait de continuer à avoir des systèmes financiers qui sont stables parce que quand tu es un OBNL et tout, justement, tu essaies tellement de prévoir des entrées de fonds pour pouvoir prévoir tes dépenses, mais c'est pas toujours facile à prévoir. Chaque année, on se retrouve des défis au niveau des entreprises et tout. Mais comme j'ai dit, à chaque fois qu'il y a des enjeux, il y a des opportunités ailleurs. Donc, c'est de se diversifier, de passer out of the box puis de trouver des façons de faire vivre. Trouver 400 000 par année, c'est quand même pas une mince affaire. Ça demande l'implication de beaucoup de personnes. Oui, puis comme j'ai dit, on est tellement chanceux dans notre région d'avoir des entreprises aussi généreuses, d'avoir... Tu sais, il y a des entreprises qui peuvent donner, oui, financièrement par année. Il y a des fondations qui peuvent donner aussi, mais il y a des entreprises qui peuvent donner par exemple, en expertise, en nourriture. Il y a différents partenariats qui peuvent être faits, mais on ne serait rien sans nos partenaires, là, définitivement. Là. Okay. C'est vraiment eux qui sont une partie de la base, finalement, qui vous permet de fonctionner adéquatement. Bien, ils nous permettent... Notre médecin permet qu'on soit ouvert, puis nos partenaires permettent qu'on puisse payer nos salaires parce que nos intervenantes, ils ont des diplômes. C'est des travailleurs sociaux, des psychoéducatrices qui ont des maîtrises.
Donc, ça veut dire qu'on doit les payer un certain montant et c'est des services qu'on offre. Donc, on n'a pas le choix d'avoir des compétences de ce type-là pour venir accompagner les jeunes, ce qui fait en sorte que notre masse salariale est élevée vu qu'on offre des services. Donc, nos partenaires, si ça ne serait pas d'eux, parce qu'on a quand même 70 % à aller chercher chaque année, c'est grâce à eux qu'on peut être là. OK. Vous avez quand même beaucoup de sources de financement, des choses que vous organisez aussi vous autres-mêmes. Je sais que la guignolée des pompiers, elle fait d'habitude être pas mal pour vous aussi. Pas des pompiers, non. C'est pas la guignolée des pompiers. Mais on a une guignolée ici. OK, oui. Une guignolée de votre côté, oui. OK. Qui avait quand même fait une année record l'année passée aussi. Oui. Les biscuits sourires, par exemple, où on s'était rencontrés à la base. Partenariat stratégique avec Desjardins, aussi avec la MRC. Oui. Le souper bénéfice qui a vraiment été un succès cette année. Incroyable. Est-ce que c'était prévisible un montant de quoi, 103 000 $ et plus même? C'était pas... Non. Jamais on aurait cru atteindre ça. Je sais même pas comment expliquer ce qui s'est passé. Encore là, ce n'est que la générosité des gens qui, dans la soirée, ont mis encore plus d'argent pour atteindre notre objectif qui était de 100 000 à cette soirée-là. Ça a été extraordinaire. Quand même, objectif dépassé, c'est mission accomplie. Mission accomplie, puis c'est une grosse soirée. Tu sais, on avait au-dessus de 300 personnes. On avait au-dessus de 30 bénévoles. Encore là, sans les bénévoles, cette soirée-là ne serait pas possible. C'est une soirée qui a connu un succès de par le rassemblement d'autant de personnes différentes qui viennent de secteurs différents, qui ont pu réseauter, qui ont pu être là, présents autour d'une même cause. Et ça a juste été généreux. Puis on a atteint... Ça a été génial, au fond. Vous avez aussi une soirée bénéfice. Le Festival de Relève, je crois, aussi, est un partenaire. Les concerts de Marc Hervieux qui reviennent, je crois, année après année. Bien, pas année après année, mais ça fait déjà 2 fois qu'il vient. 2 fois, OK. Ouais. Tournoi de golf. La Fondation Bon Départ aussi de Canadian Tire vous fournit un appui. Oui, cette année, ils nous ont fourni un appui exactement pour un programme d'été de sport, effectivement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires, je crois bien, ou qu'au fond, on parlait C3S, CLSC? Je sais que vous avez fait quelque chose récemment à la clinique de médecine familiale de Champlain à Disraeli. C'est aussi une autre collaboration, finalement, qui s'est développée récemment, j'imagine, ou c'était pas une première? C'était une première, effectivement, puis ils ont été généreux de nous accueillir pour pouvoir aller donner une journée clinique à Disraeli. Mais on a tellement de beaux partenaires. On a aussi le centre dentaire de Thetford qui prennent en charge nos enfants de temps en temps. Puis, je veux dire, je pourrais en nommer plein, là. Il y en a tellement, là. Regarde, la fondation, je pense, Don Bosco pour l'aide aux devoirs. Oui, effectivement. Il y a le TELUS, un programme pour l'art-thérapie. La soirée bénéfice, finalement, le souper bénéfice, ça a été beaucoup Hyundai ici à Thetford Mines qui a participé. Mon Dieu. Précicom, pour 3 ans, je pense, va s'associer aussi à votre souper bénéfice. Un spectacle bénéfice qui a été aussi fait avec Broughton Barbecue. Quand on regarde tout ça, mon Dieu, c'est quand même un bon appui de la région, finalement, pour une cause qui est noble et juste, au fond. C'est un appui extraordinaire. Puis, tu sais, dans le souper bénéfice, je veux juste faire une parenthèse, mais nos présidents d'honneur étaient Cassie et Christopher Cloutier, les propriétaires de Hyundai. Qui ont donné tout leur cœur et leur temps dans cette organisation-là avec nous. Puis, ils ont rassemblé autour de la cause les concessionnaires, toutes les 8 concessionnaires de Thetford. Donc, ça aussi, ça a été magnifique à voir. Ils ont tous été commanditaires de l'événement. Ils se sont tous rassemblés. On pourrait les voir comme des compétiteurs, mais autour d'une cause, ils se sont tous rassemblés puis ils soutiennent tous, peu importe. Donc, ça a été beau également. Bernier Baudry qui nous soutient à chaque année pour le souper bénéfice également. Mais tu sais, on a tellement des beaux partenaires, la Fondation Jean-Dupéry, Maître Constructeur Saint-Jacques, Norgate, Desjardins, la MRC. C'est des grands partenaires à nous qui permettent notre survie. Mais l'aspect communauté, l'aspect de rassembler tout ce beau monde-là, à les faire connaître la pédiatrie sociale, à leur faire connaître nos jeunes. Et à les impliquer aussi. À les impliquer. C'est ça qui est magnifique. C'est magnifique parce que nos jeunes ont tous des anges gardiens qui ne savent pas qui permettent qu'ils puissent venir ici.
c'est tous des soldats qui travaillent dans le noir là, en arrière. Là. Ils sont nombreux, c'est ça qui est le fun aussi. Oui, d'ailleurs, on vient de sortir une vidéo, si je peux la plugger ici. Oui. On vient de sortir une vidéo qui démontre 5 de nos donateurs actuels qui disent pourquoi ils donnent au centre, puis c'est quoi leur impact qu'ils ont sur eux puis sur leur entreprise de venir donner au centre de pédiatrie chaque année. Et on voit nos jeunes dans la vidéo. C'est une vidéo qui a mis larmes à l'œil à tout le monde au souper bénéfice parce qu'elle a été diffusée en primeur. Et je l'ai mis sur notre Facebook, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une magnifique vidéo. Là. Parfait. Au fond, est-ce que vous avez de nouveaux projets présentement ou on a une période de stabilité qu'on envisage davantage? Oui, bien, les 2 dernières années, ça a été redressement. Puis je dirais qu'à partir de maintenant, ça va être beaucoup pour la prochaine année de la stabilité. Okay. De la stabilité pour vraiment se remettre la mission encore plus au cœur de notre pratique, de stabiliser l'équipe, de stabiliser nos opérations, nos manières de faire, de devenir encore plus solide sur l'accompagnement aux jeunes. Puis on parlera de développement plus tard dans quelques années, mais tu sais, le développement, c'est large parce qu'on n'arrête pas de développer aussi. On s'adapte justement aux besoins des jeunes, on adapte nos pratiques, notre milieu de vie et tout. Donc, on en fait du développement. Mais présentement, je dirais que le mot d'ordre, ça va être stabilité. Là. Parfait. On va peut-être aller visiter un peu, finalement, les installations. Oui! Si tu nous invites à le faire. Ben oui! Et on va découvrir le tout. Ben oui, avec plaisir. On se retrouve ici, finalement, au niveau de l'accueil. C'est là que les jeunes débarquent, finalement. Exactement. En premier lieu. Ben exactement, ils rentrent ici, puis comme j'ai dit, Cindy est là pour leur offrir café et collation. Ils peuvent s'asseoir, les enfants peuvent aller jouer ici, là, dans la petite section de jeu. Là, et là, il y a la salle principale, là, bien sûr. Là, donc, Parfait. Ici, au fond, il y a des activités artistiques qui se déroulent. Je vois qu'il y a de la peinture sur les tuiles du plafond. Oui! Oui, c'est une idée qu'une de nos employés a eue. En fait, là, c'était une super bonne idée parce que dans notre programme, justement, pour que les enfants puissent décorer leur milieu, elle s'est dit, mais pourquoi ils ne décoreraient pas le plafond? Donc, ils ont pris ces tuiles-là au plafond, puis chaque enfant a peinturé sa tuile, en fait, là, puis on va les remettre au plafond. Donc, quand ils vont arriver à l'entrée en haut, ils vont avoir une partie d'eux là, pour toujours, là, ici. Ils vont être là. C'est très intéressant. Oui. Mais regardez, on va remonter en haut, faire une petite dernière chose. Et on va quitter par la suite. Parfait. Ici, finalement, on se retrouve devant le mur des principaux donateurs, j'imagine. Oui, exactement. Donc, on ne peut pas tous les mettre, mais comme vous avez dit, c'est vraiment les principaux. Là. Donc, c'est directement à l'entrée en rentrant, puis c'est un mur très significatif pour nous. Là. OK. C'est quelque chose qui est appelé à se bonifier aussi, finalement. On l'espère! On l'espère, mais on est déjà très, très heureux de tous ces belles parties prenantes. Là. Comment les personnes qui désiraient avoir des services pour leurs enfants ou s'impliquer peuvent-ils vous contacter? Oui, donc ils peuvent venir en personne ou bien écrire à secrétaire à commercial cpscdesappalaches.com. Si c'est plus au niveau donation, devenir donateur, partenaire vraiment financier ou autre, ils peuvent m'écrire à moi, donc à dg@commercial cpscdesappalaches.com. Mais toutes ces infos-là sont sur notre site Internet. Là. Parfait. Ou notre Facebook. Messenger aussi, on est très actifs. OK. En terminant, est-ce que tu as un message à adresser à la population? En fait, premièrement, je voudrais les remercier de la mobilisation extraordinaire qu'on a vue les 2 dernières années. Comme j'ai dit, sans eux, le centre ne serait absolument rien. Puis merci en général aussi aux entreprises de notre région de s'impliquer dans les organismes parce que chaque organisme est tellement important au bien-être de notre région. Donc, un merci général de leur générosité. Là. Parfait. Merci beaucoup, Anna, pour cet entretien. C'était très intéressant. Merci. Et on va sûrement se revoir dans une activité quelconque, comme les biscuits sourires, par exemple. Ou notre guignolée qui arrive en décembre. C'est parfait. Merci. Merci à toi.